Bonjour, vous écoutez le podcast Il était 4 fois l'entrée des coulisses, produit par l'association La Danse des mots, Théâtre et Compagnie. Si vous désirez découvrir ce qui se passe derrière le rideau d'une scène de spectacle et écouter des artistes raconter leurs secrets, vous êtes au bon endroit. Ce podcast donne la parole à des artistes de théâtre, bien sûr, de musique, de danse, d'art en tout genre, au gré des opportunités. Je suis Isabelle S. de la compagnie La Danse des mots et je serai votre guide dans les coulisses. Dans cet épisode, je vous parle d'une personne marquante dans mon humble parcours d'artiste. Il s'agit de Laurent Carbonnet. Derrière la seconde porte, je vous invite à rencontrer une artiste marquée par un bel héritage artistique et par ses racines, Alicia Bigot. Et derrière la troisième porte des coulisses, avec Marion, vous allez découvrir les superstitions au théâtre. Et il y en a quelques-unes. Allez, zou, en coulisses. Pour la personne marquante dans mon parcours artistique, j'ai choisi d'évoquer une personne qui n'a jamais su, et qui ne saura jamais, puisqu'elle est décédée depuis plusieurs années, l'influence qu'il a eue sur moi. C'est donc Laurent Carbonnet, qui était comédien, metteur en scène, gérant d'un petit théâtre au Plessis-Robinson, qui s'appelait le Théâtre du Pierrier, qui, quand Laurent Carbonnet l'a quitté, s'est appelé le Théâtre du Coteau. Et ce petit théâtre a fait l'objet, je crois, il y a quelques années, d'un projet de destruction. Alors aujourd'hui, je ne sais pas du tout s'il existe encore ou pas. En 1994, je rencontre mon premier mari. Alors je vous rassure, je n'en suis qu'au deuxième mari. Donc en 94, je rencontre ce mari qui est comédien amateur aux côtés de Laurent Carbonnet, donc qui dirigeait ce théâtre du Pierrier et qui avait sa propre petite troupe de comédiens. Laurent Carbonnet, on le côtoyait très souvent parce que c'était un ami très proche de mon mari. On passait beaucoup de temps dans ce petit théâtre. La troupe de comédiens travaillait constamment à la création de spectacles. On assistait aussi à d'autres spectacles de la programmation. Donc on y passait beaucoup de temps. Laurent Carbonnet m'intimidait beaucoup parce que il avait un abord assez abrupt. C'était une personne qui aimait la vie, qui fumait, buvait à outrance, qui avait pas mal de maîtresses. C'était pas un secret du tout. C'était quelqu'un qui aimait rire. C'était vraiment un bon vivant. Et c'était aussi un homme de théâtre, un vrai, talentueux, exigeant, très respecté. Et c'est grâce à lui que j'ai découvert la vie d'un petit théâtre quand les portes sont fermées aux spectateurs. C'est toujours un peu mystérieux, en fait, de savoir qu'est-ce qui se passe quand les spectateurs ne sont pas là. Et grâce à lui, j'ai pu vivre tout ça pendant plusieurs années. En plus d'assister plusieurs fois au même spectacle, puisque j'allais voir chaque représentation où jouait donc mon mari. C'est super intéressant d'ailleurs de voir plusieurs fois une même pièce. Enfin bref, c'est une autre conversation. Mais en plus, j'étais tolérée pendant les répétitions, puisque j'étais la femme de son comédien fétiche, donc j'étais tolérée. Et c'est comme ça que j'ai pu assister à tout le travail de création en fait. Les lectures, le texte à la main, les premières lectures, où on fait des essais, il y a des échanges, les premiers pas sur le plateau, texte à la main et puis texte dessus. D'ailleurs, j'aidais très souvent mon mari à faire ses révisions de texte, à lui donner la réplique, à faire ses italiennes, etc. J'assistais aussi à tous ces tâtonnements autour des essayages de costumes, de réglages de lumière, enfin, toutes ces phases de création, tout ce qui se passe dans le chaudron magique des répétitions. Et je trouvais ça juste fascinant.
En plus, moi, à l'époque, je faisais déjà pas mal de danse. Je faisais aussi des spectacles de danse. Et je trouvais qu'il y avait pas mal de ponts communs entre la préparation d'un spectacle de danse et la préparation d'un spectacle de théâtre. Il y a tout ce travail de recherche, cette étape de mémorisation, puis ce détachement justement de la mémorisation pour laisser place à l'interprétation. Il y a aussi toutes ces histoires de mise en scène, etc. Donc, je trouvais ça vraiment, vraiment fascinant. Et Laurent Carbonnet, lui, me fascinait carrément, quoi. Il m'intimidait beaucoup, comme je l'ai déjà dit. Il avait un vrai regard sur le théâtre, un vrai regard sur les comédiens, un vrai regard sur la mise en scène. Et de tout ça, quand il venait à la maison, ou au théâtre d'ailleurs, il en parlait beaucoup avec mon mari. Ils avaient des grandes conversations sur tous ces sujets. Et moi, j'écoutais. Et je me nourrissais de tout ça. Et ça résonnait beaucoup en moi. Ça me faisait beaucoup réfléchir. J'ai eu la chance d'être dirigée par Laurent Carbonnet dans un petit projet très modeste. C'était une lecture dans la médiathèque où je travaillais à l'époque. Et je m'étais sentie très portée, épaulée, accompagnée, et en même temps un peu bousculée. Et c'est comme ça qu'il dirigeait ses comédiens. Et ça m'est beaucoup resté, ça m'avait beaucoup intéressée. Je voyais donc Laurent Carbonnet diriger ce petit théâtre, un petit théâtre modeste, caché dans un quartier populaire, avec très souvent une poignée de spectateurs, une programmation vraiment de qualité. J'ai des souvenirs de spectacles tellement formidables et tellement beaux. Et il le faisait sans concession, sans faire de racolage, d'une manière très humaine. Je le voyais rêver, déployer des créations théâtrales somptueuses, dignes des plus belles scènes, avec une passion et une détermination absolument sans faille. Ça me touchait énormément, quoi. Et c'est ça que j'essaye d'imiter aujourd'hui, d'une manière très modeste. C'est vrai que je rêve mes spectacles, je tente de les concrétiser, et si la salle c'est pas Avignon, ça n'empêche pas qu'ils existent. Et s'ils sont faits avec 3 bouts de ficelle, ils restent respectueux du public, parce qu'on les fait avec cœur, avec passion et avec foi. On y croit. Et on fait tout comme si on travaillait dans une super production, en fait. Voilà. C'est ça que Laurent Carbonnet m'a montré. Alors, pour la petite anecdote, à l'époque, je lui avais fait lire le texte de la pièce que j'ai mise en scène plus tard, beaucoup plus tard, Spirale, et il l'avait pas du tout aimé. Voilà, c'est un texte qui ne lui avait absolument pas parlé. Il l'avait trouvé froid et insipide. Bon, j'avoue que j'avais été assez blessée. Donc évidemment, il avait refusé de le mettre en scène. Il avait aussi refusé que je le joue dans son théâtre. Voilà. En tout cas, je garde un souvenir très émouvant de cette personne, de Laurent Carbonnet. Je pense encore très souvent à lui quand je dois écrire, quand je dois mettre en scène un spectacle, quand je dois diriger des comédiens, des comédiennes. Voilà, ça me reste en tête et je crois que sans le savoir, quelque part, il avait une élève, en fait. Derrière la deuxième porte des coulisses, nous attend Alicia Bigot. Une artiste marquée par un héritage artistique assez fort, c'est dans ses racines qu'elle a puisé son inspiration et aussi à travers l'identification à des artistes multiculturels. C'est ainsi qu'elle a créé un spectacle autour de la grande Joséphine Baker. Alicia Bigot nous parle de son parcours, de ses racines africaines, de sa confrontation au racisme dans son milieu de la danse et bien évidemment de la création de son spectacle. Alors, je m'appelle Alicia Bigot et je suis chorégraphe, metteuse en scène, danseuse et comédienne. Alors Alicia,
Quand j'ai préparé cette rencontre pour ce podcast, j'ai lu danseuse, comédienne, chorégraphe, metteuse en scène, directrice artistique. Tu as de multiples casquettes, certainement pour de multiples talents. Comment tu t'y prends pour faire cohabiter tout ça au quotidien ? Je dirais de façon assez simple. En fait, pour un petit peu expliquer la raison de toutes ces casquettes, j'ai commencé par la danse. Donc, j'ai commencé en tant que danseuse. Dans mon parcours de danseuse, j'avais besoin d'aller plus loin. Dans la question de l'interprétation, j'ai vraiment ressenti un besoin d'aller trouver des choses un petit peu plus en profondeur. Et c'est la raison pour laquelle je me suis tournée vers le théâtre. Et très vite, j'ai commencé à travailler aussi comme comédienne. Et comme comédienne danseuse. D'accord. De la même façon, j'ai eu aussi envie d'aller un peu plus loin et de créer mes propres créations, mes propres spectacles. Et donc de cette envie est née ma compagnie qui s'appelle la compagnie Sénat, que j'ai fondée en 2019, dont je suis la directrice artistique. Et de cette compagnie, j'ai commencé à créer des spectacles. Un spectacle que j'ai créé avec des femmes qui s'appelle Femmes inspiratrices, et le deuxième spectacle actuellement en création qui s'appelle Si j'étais Joséphine Baker, et qui est un spectacle joué et dansé. Donc effectivement, je me retrouve à porter la casquette de metteuse en scène et de chorégraphe, tout en étant bien sûr accompagnée sur ces différents postes par des assistants, par des coachs qui m'accompagnent aussi. Bien sûr, oui, tu as toute une équipe autour de toi avec laquelle tu travailles. Bien. Justement, tu parlais d'abord de ton premier parcours de danseuse. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment est née en toi l'étincelle de la danse ? Comment ça t'est venu ? Comment tu as débuté la danse ? Eh bien, l'étincelle, elle est née assez tôt. C'est ma maman voulait me faire une activité, comme beaucoup de mamans. Elle m'a mise à la danse pour que je sois avec une copine. Et ça a été pour moi très vite la révélation. Tout de suite, je crois que dès ma première année, j'ai fait mon premier spectacle et je me suis dit c'est ça, voilà, c'est ce que je veux faire plus tard. C'était de la danse classique déjà, ou tu as commencé par la danse moderne? Ça s'appelait danse rythmique à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui c'est plus, on va dire, danse moderne. Oui, je me souviens. Et voilà, ça a été tout de suite. Voilà, j'ai dit je veux faire ça. Alors, comme j'avais très peu, c'était un milieu que je ne connaissais mais alors pas du tout. Donc je voulais faire comme ma prof de danse, donc devenir prof de danse aussi. Je connaissais pas, je savais pas qu'on pouvait être vraiment danseur. Enfin, tout ça, je connaissais pas. Et puis voilà. Enfin, ça, en fait, ça ne m'a jamais quittée. C'est resté pendant toutes ces années. D'accord. Donc une passion qui est née vraiment très très tôt. Donc tu as eu une carrière, j'allais dire. Enfin, tu as été professeur de danse. Hein, c'est ça ? Tu as été... Alors, je l'ai été, mais très peu. Très peu. Très peu. J'ai fait une formation, une école de danse, dont le but premier était de devenir professeur de danse, que j'ai faite pendant 4 ans. Et c'est vraiment là, depuis que j'ai créé la compagnie, que je donne quelques cours, mais c'est vraiment pas mon activité principale. Oui, ce qui t'intéresse, toi, c'est de t'exprimer, de créer, c'est ça, hein, le plaisir de la scène, en fait, de transmettre d'une manière différente, quoi. Exactement. Exactement. J'ai vu aussi que tu avais donc aussi une formation de comédienne. Oui. Est-ce que c'est aussi la même logique, du coup, là, avoir envie d'explorer une autre manière de t'exprimer qui serait complémentaire à la danse ou différente ? Oui, tout à fait. C'était en fait
je me suis rendu compte par rapport, lors de ma formation de comédienne, que je vivais les deux à peu près de la même façon. Oui. En fait, pour moi, il n'y a pas, pour être tout à fait honnête, il n'y a pas de scission entre les deux. Je le vis vraiment, les deux font partie de moi. Et surtout par rapport à la danse, j'ai énormément de mal aujourd'hui à n'être que sur la danse, en fait. Il y a quelque chose de l'ordre du théâtre, du théâtral, et qui prend certainement de plus en plus de place. Parce que, effectivement, j'y ai trouvé vraiment une complémentarité. J'y ai vraiment trouvé l'intériorité, et puis tout simplement les mots, tout simplement, en fait. Je pense que j'avais besoin de ça. En fait, j'avais besoin de pouvoir m'exprimer comme je suis en train de m'exprimer là. Et c'est vrai que cette formation a été vraiment ça a été aussi une révélation pour moi, parce que c'est vraiment venu confirmer ce besoin de transmettre, ce besoin d'expression. Et en fait, justement, pour revenir sur l'idée de la transmission, je me suis rendu compte que par les mots, ça passait encore, en tout cas pour moi, ça passait encore plus. C'était encore plus clair. Et donc, je pouvais aller encore plus loin. Et voilà, sans quitter pour autant le corps, parce qu'en soi, il est là. De toutes les façons, on vit avec notre corps. Bien sûr. Mais voilà, c'est venu vraiment confirmer tout ça. D'accord. Donc en fait, pour toi, la danse et le théâtre ne sont absolument pas en concurrence, bien au contraire, hein, ils sont en toi, et tu vas piocher dans l'un et dans l'autre ce dont tu as besoin pour exprimer ce que tu as envie d'exprimer. Exactement. Exactement. C'est ça. Sur ton site, sur le site de la compagnie, je crois, j'ai lu quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, dont j'aimerais que l'on parle un petit peu. Tu dis, lors de mon récent voyage au Bénin, je suis attachée à mes racines profondes. J'ai pris conscience de l'importance que représentait mon héritage africain. Beaucoup de questions sans réponse ont été élucidées et m'ont permis de me relier à l'être, puis à l'artiste que je suis. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette résonance de tes racines dans ton travail artistique, au moins ? Oui, alors... Depuis plusieurs années, j'ai effectivement ce désir comme je dis, d'aller plus loin. Et effectivement, j'ai eu cette question de mon héritage personnel, donc qui est issu du Togo et du Bénin en Afrique. Et ça faisait évidemment je n'étais jamais allée au Bénin avant 2018. Donc j'ai découvert effectivement une partie de moi en partant dans mon pays d'origine. J'ai vraiment pris aussi contact avec mes racines, avec une culture que je ne connaissais pas et qui en même temps venait résonner en moi comme quelque chose de... Il y avait des choses qui étaient là. Je ne saurais pas comment exactement l'expliquer, mais voilà, il y a des choses qui sont là, et c'est juste en rentrant en contact avec la culture, avec de la famille, bien sûr, que ces choses se réveillent. Et comme j'étais aussi dans cette démarche de créer ma compagnie, il fallait aussi que je fasse une recherche sur quelle identité j'ai envie de donner à ma compagnie, quelle identité j'ai envie de donner à mon travail, ce que j'ai envie de quoi j'ai envie de parler. Et c'est vrai qu'il est venu aussi la question de l'héritage artistique. Et j'ai fait pas mal, j'ai lu pas mal de choses, beaucoup de livres, beaucoup. Et c'est comme ça aussi que je pense au travail que je suis en train de faire actuellement sur le personnage de Joséphine Baker. Ça m'a permis de prendre aussi contact avec... comment je pourrais dire ça ? J'ai fait de la danse au jazz. Parce que j'y ai trouvé des personnes,
parce que j'ai trouvé des personnes face à moi qui me ressemblaient, qui faisaient de la danse jazz. Oui. Et donc, j'ai eu une sorte d'identification. Enfin, c'est pas une sorte, c'est une identification qui m'a permise de m'affirmer dans cette danse. Au contraire, peut-être, à l'époque, de la danse contemporaine ou de la danse classique. Oui. Et en continuant donc dans cette démarche, à travers le personnage de Joséphine Baker, je me suis dit, tiens, c'est drôle parce qu'en faisant des recherches, je me suis dit, tiens, mais on a effectivement la danse jazz. Et pourtant, Joséphine Baker est une Américaine qui est venue aux États-Unis. Et moi, j'étais plutôt une Française qui rêvait des États-Unis. Comme quoi, et en fait, toutes ces recherches, de par cette question de se dire, tiens, d'où je viens, où je vais avec ce que je ressens, fait partie intégrante vraiment de ce travail que je mets en place dans la compagnie, qui est clairement la question de l'identification, de la représentativité, comment faire en sorte qu'on soit sur un théâtre ouvert pour tous, un théâtre pour tous, ouvert à tous, peu importe nos origines, nos couleurs de peau, nos cultures, que l'on puisse aussi se retrouver dans ce théâtre-là pour y avoir accès, parce que je me suis rendu compte que c'était comme ça que moi que j'y avais eu accès, tout simplement. Oui. D'où ce premier, en tout cas cette première prise de conscience que j'ai eue en Afrique, et que j'essaye en tout cas de façon avec beaucoup d'humilité aussi, que j'essaye de retransmettre dans mon travail, et effectivement à travers ce travail que je fais sur Joséphine Baker, dans le seul en scène que je suis en train de travailler. Voilà. En ce moment, je suis en train de regarder une série qui s'appelle Opéra. Je ne sais pas si tu l'as regardée. Elle est actuellement, au moment où on enregistre, disponible sur Canal+. Opéra, qui se passe dans les entrailles de l'Opéra de Paris. Et il y a parmi les personnages une petite jeune femme qui est, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, le nom m'échappe, mais en fait qui est danseuse remplaçante, quoi, et qui a beaucoup de mal à se faire sa place et qui n'est jamais prise, que l'on fait un petit peu comme ça espérer, et qui n'a pas accès à la scène parce qu'elle est noire. Et donc il y a toute cette discrimination très forte et cette grande injustice. Tu parlais donc de tes racines, de tout ton bagage culturel, de ton identification à Joséphine Baker et certainement à d'autres artistes noirs américains. Est-ce que toi, dans ton travail d'artiste, tu as déjà eu à faire face à ce type de discrimination? Tout à fait. Oui. Oui, tout à fait. Oui, j'ai eu affaire à ce type de discrimination dans une... alors justement, j'en parle dans le spectacle, mais je travaillais dans un spectacle tout public qui retraçait les années, c'était des années 50 aux années 80, je crois. Et ça faisait quelques années que je travaillais avec cette troupe. J'avais pas pu faire les premières du spectacle parce que je travaillais sur un autre spectacle. Et puis, comme je travaillais depuis quelques temps avec eux, on m'avait dit, c'est pas grave, s'il y a besoin d'un remplacement, on fera appel à toi parce que tu fais partie de la famille. Et au moment où il a fallu choisir les remplaçantes, comme quoi, on a choisi deux autres danseuses qui, elles aussi, faisaient partie de la troupe depuis quelques années. Et moi, sur le coup, je me suis dit, voilà, c'est parce qu'elles font partie, ok, ça mon tour viendra. C'est ça. Et en fait, on vient me voir et on me dit, écoute, on est absolument désolé, mais si tu ne fais pas partie des remplaçantes, c'est parce que t'es noire. Qu'on veut pas de noir dans le spectacle. Et en fait, pour être tout à fait honnête, je n'y ai pas cru. Sur le coup, c'était tellement énorme. Ah oui. C'était tellement énorme que je n'y ai pas cru. Comme je me prenais beaucoup la tête sur mon poids, et oui, en tant que danseuse, donc je me suis dit non,
en fait, il n'ose pas me dire que j'ai pris du poids et ce qui est complètement dingue quand on prend du recul sur la chose. Ouais, c'est fou. Mais vraiment, j'étais totalement incapable de l'entendre sur le moment et donc voilà, j'ai dû me mettre à faire un régime sûrement ou j'en sais rien, enfin un truc. Et en fait, c'est que je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui s'était déjà passé avant, mais pareil, j'avais un peu coupé. Enfin, c'est une réflexion qu'on m'avait déjà faite avant, c'est-à-dire qu'il y avait, on devait faire une chorégraphie russe, et puis à un moment, on me dit, écoute, on vient de se rendre compte, Alicia, qu'il n'y a pas de noir en Russie, donc tu ne vas pas faire la chorégraphie. C'est presque ridicule à entendre. Mais c'est ça, et c'est pareil, en fait, c'est-à-dire que moi, quand on me dit ça, je me dis, bon, bah, ça me fait une chorégraphie en moins à apprendre, ok, et je passe à autre chose, et donc c'est des petites choses comme ça qui se sont accumulées, et à un moment j'ai vraiment compris, enfin vraiment entendu que en fait il y avait un vrai problème avec ma couleur de peau et que c'était effectivement, enfin c'était aussi pour eux un problème. Donc voilà, ça a été l'une des dernières choses qui m'est arrivée par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est... Bon, maintenant, de toute façon, tu as ta propre compagnie, tu te produis toi-même, tu peux faire des danses russes si ça te plaît. Exactement. Non, mais c'est beaucoup... C'est vrai que cet événement a été assez... En même temps, il a été très... ça a été le départ de tout ça. Ça a été le départ de tout, de tout ça. Ça a été... je me suis dit, non, mais là... je peux pas continuer à entendre ce genre de choses. Je préfère encore créer mes propres chorégraphies, mes propres pièces, créer, de gagner ta liberté, en fait, de créer, tout simplement, et de pas être soumise à des a priori, à ce genre d'attitude, quoi. C'est intéressant. C'est ça. Donc en fait, moi ce que j'entends dans tout ce que tu dis, c'est que toute ton histoire personnelle, toutes tes expériences en tant que danseuse, chorégraphe, comédienne aussi, j'ai l'impression que tout ça t'a emmené d'une manière très naturelle vers ce personnage qu'est Joséphine Baker. Peut-être que tu peux nous en parler un petit peu plus. Alors peut-être pas du spectacle encore en lui-même, mais du coup, enfin moi j'ai l'impression à t'entendre que tout d'un coup ça s'est, enfin tout d'un coup non, mais que ça s'est plus ou moins imposé. Est-ce que tu peux nous parler de comment est née cette idée de spectacle? Oui. Alors c'est exactement ça. Ça s'est plus ou moins imposé. Ce qui veut dire que alors moi le personnage de Joséphine Baker, je la connaissais petite, mais c'était pour moi pas du tout, mais alors pas du tout un exemple que j'avais envie de suivre. Pour moi, c'est le côté, la danseuse avec la ceinture de banane qui louche, c'était vraiment tout ce que je ne voulais pas faire, justement. Bah oui. Raison pour laquelle je trouvais ça super que de voir ces Afro-américaines qui faisaient tout à fait autre chose que en tout cas, ce que je pouvais voir en France. Évidemment, il y a bien d'autres danseuses en France qui ont moins de rayonnement et qui font et qui ont fait des choses très bien. Donc, à la base, j'avais pas du tout cette idée-là. Et c'est pendant que j'étais en formation de comédienne, on nous avait dit « Donnez-vous les rôles que vous rêvez d'avoir ». Là, j'achète 2 livres, dont un livre sur Joséphine Baker. Pourquoi? Je ne sais pas. J'achète ces 2 livres. Je ne lis pas Joséphine Baker. Je me dis « Mais non, c'est trop évident. Tu reviens encore sur la danse. Va chercher autre chose. » Et donc, je lis l'autre livre qui était sur Billie Holiday. Ah oui. Je fais je fais un petit travail et puis ce livre reste vraiment dans un coin. Je continue je fais une formation avec le fonds de professionnalisation où justement je me dirige un peu plus vers le théâtre, vers l'acting, et donc on me dit mais tu devrais jouer Joséphine Baker. Enfin, tu danses, tu joues la comédie, tu chantes. Enfin, tu devrais jouer Joséphine Baker. Puis je me souviens de ce petit livre que j'avais mis de côté. Oui. Et je me dis bon, je vais quand même le lire pour que je sache qui est Joséphine Baker. Et en fait, je découvre
un parcours que j'ignorais totalement. C'est-à-dire que j'ignorais qu'elle avait été résistante. Enfin, vraiment, je ne connaissais pas du tout son parcours. Et surtout toutes les luttes qu'elle a fait contre les discriminations toute sa vie, sa tribu arc-en-ciel. Enfin, je me dis, mais c'est fou. C'est fou. Et je me suis dit, mais comment ça se fait, surtout que je ne sois pas que je sois pas au courant, que je ne l'ai pas su plus tôt. Et là, je me dis, non, il y a quelque chose à faire. Et c'était presque effectivement trop évident. C'est-à-dire que quand j'en parlais autour de moi, ils me disent, bah oui, mais évidemment, toi, Joséphine Baker, tu danses, c'est évident. Ouais. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais justement, si c'est évident, il faut le faire. Ouais. D'où tout ça qui s'est mis en place. Et surtout, alors je me suis surtout, en continuant, en faisant beaucoup de recherches à partir de ça, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait des petites choses de sa vie qui venaient vraiment résonner avec des moments, des petites expériences que j'avais vécues. Et je me suis dit que il fallait que j'assume tout ça jusqu'au bout, parce que j'ai mis du temps. Ça a pris quelques années. Il fallait que j'assume tout ça jusqu'au bout pour de vraiment faire le lien aussi avec cette femme qui est rentrée cette année au Panthéon, qui devient qui était une icône et qui là devient encore plus, avec des expériences de jeunes danseuses, d'artistes, je trouvais que c'était intéressant de faire résonner avec avec des expériences de 100 ans plus tard aussi. Et oui. Tu es allée au château des Milandes en Dordogne ? Oui. Ouais. C'est un bel endroit, Moi j'ai adoré. J'y suis allée l'année dernière. Ouais. Et justement, c'est là que je me suis rendu compte aussi que les médias, on va dire ça comme ça, ne montraient que cette femme qui se trémoussait avec des bananes. Et là aussi, je trouve qu'on est presque dans le mépris, quoi. Parce qu'elle était tellement autre chose, tellement rayonnante, engagée. C'était vraiment une femme formidable. Et c'est très très bien qu'on la redécouvre à sa juste valeur aujourd'hui. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que j'ai été agréablement surprise par la beauté du château, par le monde. Enfin, moi, j'ai été impressionnée. Il y avait énormément de monde quand j'y suis allée. Moi, j'imaginais vraiment un petit château. Pas du tout. C'est immense. Et c'est vrai que c'est magnifique. Enfin, tout. Ça a été très, très, très bien réalisé. Enfin, bien réalisé. Enfin, tout est. Je sais pas. Il y a quelque chose qui est resté dans le. Oui, on a presque l'impression qu'on va croiser Joséphine au détour d'un couloir. C'est ça. Elle est là. Enfin, c'est une chouette visite. C'est ça. Comment, du coup, tu as travaillé pour préparer ce spectacle de Joséphine ? Comment tu as imaginé la structure de ton spectacle ? Alors, comme je disais, j'ai fait pas mal de recherches. J'ai lu beaucoup de livres. Je suis rentrée en contact avec 2 de ses enfants pour pouvoir échanger un petit peu avec eux. Donc, il y a eu un temps assez long, de l'ordre de 1 an, une bonne année, 1 an et demi, qui était uniquement dédié aux recherches. J'écrivais plein de choses. Ensuite, il y a eu un temps assez long aussi d'écriture. Donc, pour la petite histoire, c'est la première fois que j'écris un texte. Alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu écrire un texte ? Je ne sais pas. Je suis... Parce que, effectivement, c'est un peu la question que tout le monde me pose en disant, mais en tant que danseuse, pourquoi écrire un texte ? Je ne sais pas. J'avais besoin d'écrire. Ça a été très long, assez compliqué, parce que, justement, pour répondre à la question de la structure, je ne savais pas comment structurer le texte. Oui. J'avais envie de tout dire. Oui. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas tout dire. Donc, j'ai fait une formation. Oui, d'aide à l'écriture. Voilà. La question de structuration d'écriture, d'axe dramatique, de trouver quand même quelque chose qui ait du sens pour la pièce et pour le spectateur.
Donc j'ai fait ça. Il a fallu quelques temps aussi pour que ça mature. Bien sûr. Parce que vraiment, effectivement, je ne savais pas par quel bout prendre tout ça. Et puis, j'ai travaillé ensuite au plateau. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'ai travaillé à partir d'improvisation. Voilà, j'écrivais un petit peu, je filmais, j'improvisais. Et ça, voilà, j'ai créé des petits morceaux comme ça. J'ai ensuite restructuré le texte pour donner du sens à ces formes que j'avais créées. Et ce qui m'a le plus aidée, ça a été, donc je pense on en reparlera certainement tout à l'heure, mais ça a été de relier, comme il ne s'agit pas, en fait, la pièce ne parle pas seulement de Joséphine Baker, elle parle aussi d'un autre personnage qui s'appelle Céleste, qui est très inspiré de mes expériences. En fait, j'ai relié les expériences de Joséphine Baker à ces expériences de Céleste, qui m'ont permis tout simplement de faire un choix, qui m'ont permis d'avoir un axe. Voilà, ça m'a permis en fait de vraiment structurer ce texte qui a été assez compliqué pour moi parce que vraiment je partais de rien, je savais pas du tout comment faire et c'est vraiment ça qui m'a le plus aidé, c'est le travail au plateau et puis ensuite relier cette histoire à des expériences très inspirées des miennes. Donc ce spectacle Joséphine Baker, en fait, pour que ceux et celles qui nous écoutent comprennent bien, tu n'incarnes pas Joséphine Baker sur scène. Explique-nous un peu tout ça. Le personnage de Céleste, donc, comme je disais, qui est très inspiré de mes propres expériences, qui est une danseuse qui se questionne sur son héritage d'artiste noir en France, qui se projette au travers du personnage de Joséphine Baker. Donc je dirais que c'est une sorte de mise en abîme où, au final, effectivement, le personnage, l'image de Joséphine Baker apparaît de façon très concrète. Et donc on a un jeu, pas forcément de questions-réponses, mais les deux personnages en fait apparaissent l'un et l'autre. Ok, je suppose que tout ça est rendu beaucoup plus clair sur scène, notamment grâce à la mise en scène et au décor. J'ai pu apercevoir sur les réseaux quelques éléments de la scénographie que j'ai trouvé vraiment très beaux. Et comment tu en es venu à cette idée de scénographie qui, ça dévoile pas le spectacle, mais ce sont des cubes sur lesquels il y a des sortes de cintres sur lesquels sont posés des costumes qui sont les costumes peut-être les plus emblématiques de Joséphine Baker. Alors, j'ai travaillé avec Claire Thévenin qui est scénographe et avec qui justement on a échangé sur ce projet. On se connaît depuis pas mal de temps, donc elle savait ma volonté de créer une pièce sur Joséphine Baker et donc c'est elle qui m'a proposé cette idée des totems qui représentent chacun une silhouette en fait de Joséphine à travers toute sa vie. Et le but, c'était vraiment de faire une scénographie qui soit à la fois moderne et à la fois en résonance avec avec le côté la part art déco années 20 que peut inspiré Joséphine Baker. Elle a effectivement créé toute une scénographie autour de l'atmosphère, je dirais, de Joséphine Baker. Je suppose qu'évidemment, pour préparer ton spectacle, tu as dû écouter chanter Joséphine. Est-ce que il y a une chanson de Joséphine qui te touche, qui te parle plus qu'une autre, qui apparaît peut-être d'ailleurs dans ton spectacle, je ne sais pas. Oui, la chanson qui me touche le plus s'appelle Dans mon village. Oui. C'est une chanson qu'elle a écrite, je pense, peut-être ça fait partie peut-être des dernières chansons qu'elle ait chantées et c'est une chanson qui parle de ses enfants. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que comme elle a 12 enfants, ce que j'aime beaucoup, c'est que la chanson évolue au fur et à mesure du temps. Donc elle chante qu'elle en a 6, après elle chante qu'elle en a 7, elle chante qu'elle en a 8. Je trouve ça assez, voilà, c'est ce qu'elle, justement, elle appelle ça, cette chanson, une âme de chanson. C'est-à-dire qu'elle a, voilà, elle y met toute sa sensibilité
à l'intérieur, et je trouve qu'elle est très révélatrice en fait de la personne qu'elle était. Voilà Alicia, c'est terminé pour aujourd'hui. Super, en tout cas, merci beaucoup Isabelle. Merci pour cet échange. Mais je t'en prie, c'était un vrai plaisir. On a appris plein de choses. Je trouvais ça très 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 chouette et même parfois émouvant. Donc merci. Bon. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Voilà, il ne nous reste plus qu'à prendre nos billets pour aller voir ce beau spectacle sur scène. Vous trouverez toutes les informations utiles dans la description de l'épisode. Et voici que pour la 3e porte des coulisses s'avance Marion Lorgnet, Marion de Théâtre en 1001 lieux. Dis donc Marion, aujourd'hui j'aimerais bien savoir comment on peut faire pour terroriser un comédien avant un spectacle, hein ? Rien de plus simple. Il vous suffit de lui souhaiter bonne chance avant un spectacle, ou bien de venir lui dire le mot corde en portant des vêtements verts, puis de repartir en sifflotant. Vous voulez savoir pourquoi ? Je vous dis tout de suite. Il ne faut jamais souhaiter bonne chance à un comédien qui s'apprête à monter sur scène. La formule porterait malheur. Dites-lui plutôt « Merde ». Et ne vous attendez surtout pas à des remerciements. Eux aussi attirent le mauvais sort. Ces traditions remontent au XIXe siècle, lorsque les spectateurs se rendaient au théâtre en voiture à cheval. Si le crottin s'accumulait près de l'entrée, c'était signe que les spectateurs étaient nombreux. Se souhaiter beaucoup de merde, c'est donc se souhaiter le succès. Le théâtre connaît aussi des mots interdits. On peut dire fil ou bout, mais jamais, jamais, jamais corde. Oula! Ce mot est proscrit au théâtre. Pourquoi ? Parce que souvent les techniciens de scène étaient d'anciens marins et que sur les navires, toutes les cordes ont un nom particulier. Drisse, amarre, écoute. La seule corde qu'on appelle corde est celle qui servait à pendre les criminels. Une autre théorie veut que le principe remonte au Moyen-Âge, époque où la discipline théâtrale et ses troupes étaient itinérantes et vivaient dans la pauvreté. Les acteurs se trouvaient alors souvent pendus pour avoir volé de quoi manger. Bon, si aujourd'hui ces deux raisons sont obsolètes, celui qui osera malgré tout prononcer le mot interdit sur scène devra payer une tournée de vin blanc à toute l'équipe. On ne siffle pas non plus dans un théâtre, sachez-le. Encore une superstition issue du monde de la marine. Les régisseurs, donc anciens marins, communiquaient entre eux à l'aide de sifflements codés. En sifflant à contretemps, on risque donc d'entraver le bon déroulement d'un spectacle. Cette superstition trouve aussi son origine au XIXe siècle, lorsqu'on éclairait les salles au gaz. Un sifflement pouvait indiquer une fuite de gaz, donc un risque d'explosion. Alors gare à vous, pas de corde et pas de sifflement. Mais les couleurs aussi ont de l'importance. Dans la tradition théâtrale française, le vert est une couleur maléfique. Les explications de cette superstition sont souvent hasardeuses et parfois démenties par les recherches documentaires actuelles. Toutefois, cette croyance reste bien ancrée. Elle aurait pour origine les dispositifs d'éclairage de scène. En effet, au XVIIIe et XIXe siècle, les théâtres ont abandonné les bougies comme éclairage, au profit de lampes brûlant de l'oxyde de calcium. Or, cette lumière ne met pas du tout en valeur le vert. Et on ne voyait pas les acteurs sur scène s'ils portaient cette couleur. Bon, une autre explication invoque la couleur du vert de gris des costumes de scène. Au XVIIe et XVIIIe siècle, aucune technique ne permet encore de fabriquer une teinte verte qui tient bien sur les costumes. À la place, on peint les textiles en vert, en utilisant un mélange d'oxyde de cuivre, de cyanure toxique, de vinaigre et même d'urine. Des composants qui peuvent être toxiques entre eux et auxquels on attribue de nombreux décès d'artistes. Toutes ces raisons font qu'aujourd'hui le vert, ça porte malheur sur scène. Une autre explication nous dirait que selon la légende, Molière serait mort en jouant le malade imaginaire le 17 février 1673. Selon la légende, il serait mort sur scène et son costume était de couleur verte.
Bon, cette affirmation est doublement fausse. Primo, le dramaturge portait du rouge. Secondo, il est mort qu'après la représentation, emporté par la tuberculose, vêtu d'une robe de chambre de couleur rouge et grise. Bon, si la couleur verte est réputée maléfique en France, au Royaume-Uni, c'est une autre couleur qui porte malheur. C'est le bleu, qui paraît trop noir à la lumière des bougies. En Italie, c'est le violet. Et en Espagne, c'est le jaune. Dans le dernier cas, l'explication vient de la tauromachie. En effet, la cape du torero était lit de vin à l'extérieur et jaune à l'intérieur. Si le torero est encore né, la dernière couleur qu'il verra, ce sera le jaune. Voilà, maintenant vous savez tout ou presque des superstitions du théâtre. Merci Marion, c'est avec toi que s'achève l'épisode 5 de la saison 2. Alors, le podcast L'entrée des coulisses va faire une pause. Oui, nous allons faire une petite pause pour prendre le temps de l'améliorer, de prendre le temps de rencontrer d'autres artistes à interviewer, de prendre le temps de restructurer les épisodes. Il y a beaucoup de petites choses que nous voulons transformer, comme la fréquence, la communication aussi autour de notre podcast. Ce podcast est né de notre envie de partager notre expérience et nos interrogations de petits troupes de théâtre. L'envie aussi de montrer un autre visage du spectacle vivant. L'envie aussi de donner la parole aux artistes de tout horizon. Alors, nous allons faire une pause, mais nous allons revenir pour une 3e saison. Quand ? Certainement à la rentrée. Et oui, pas avant. En attendant, cet été, vous allez pouvoir réécouter nos épisodes, les épisodes de la saison 1, les épisodes de la saison 2. Vous allez voir que sur nos réseaux sociaux, nous allons beaucoup en parler et nous allons communiquer d'une manière différente de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Vous pouvez aussi aller plus loin dans la découverte de notre petite association, notre petite troupe, la Danse des mots, puisque c'est elle qui produit ce podcast. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Par exemple, sur la chaîne YouTube, vous allez retrouver tous les épisodes, mais aussi des extraits de nos spectacles, des textes lus et mis en images. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à le faire connaître. Il y a toujours une bonne occasion pour l'écouter. Déjà, découvrir plein de sujets, plein de thématiques autour du théâtre et du spectacle vivant. Et puis aussi, par exemple, quand on a un long trajet en transport en commun à faire, ou bien quand on cuisine pour toute la semaine, ou bien quand on se promène, ou bien quand on repasse, etc., etc., vous saurez certainement trouver une bonne occasion pour écouter l'entrée des coulisses. Vous allez aussi pouvoir nous retrouver sur notre page Facebook, sur notre compte Instagram. Et puis, vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter. Alors, c'est une newsletter un peu particulière. Évidemment, elle va vous informer de nos dernières actualités, elle va parler de notre nombril, mais pas que. Sa particularité, c'est que l'on vous envoie des exercices issus du théâtre à essayer, à expérimenter pour le fun, des exercices qui vont vous être utiles aussi dans votre vie de tous les jours. Merci infiniment à tous ceux et toutes celles qui écoutent ce podcast. Merci pour votre soutien, merci pour les petits mots que nous recevons. Je vous dis à très bientôt. Allez-y, on referme la porte des coulisses.